Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais, ça va être compliqué. Ça va être une journée qui est très compliquée. On a eu une soirée très compliquée aussi. Beaucoup de rouge, vous voyez, beaucoup d'alcool à moins de 30%, moins 40%. On a un BTC qui a chuté pour atteindre 54 000 $. Et potentiellement, on peut encore aller un petit peu plus bas. Je vais vous expliquer tout. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est de la finance traditionnelle? Est-ce que c'est de la géopolitique ou purement crypto? Je vous explique tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et justement, on va commencer à décrypter l'actualité. Actualité dans laquelle on commence à avoir des informations sur Bitcoin qui plonge à 55 000, avec derrière, principalement à cause d'une incertitude sur les élections américaines, et que c'est un mouvement qui est purement crypto. Alors ça, c'est la première analyse qu'on récupère, notamment dans un site qui est spécialisé sur la partie crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y a une incertitude au niveau des USA, mais est-ce que c'est suffisant? Suffisant pour nous emmener dans les 54 000 $. Une chute qui a été très impressionnante, on va regarder ça dans les graphiques dans quelques instants. Est-ce que c'est suffisant d'avoir cette idée-là, d'avoir un Ether qui passe en dessous des 2400, 2200 $? Est-ce qu'encore une fois, c'est ce qui est suffisant? Je viens de vous dire, pas forcément. Quand je vois cette typologie d'image que l'on retrouve ici, c'est quelque chose qu'on a déjà vu lorsque l'on a un crash en 2021, lorsque l'on a le marché des actions qui s'enfonce, et principalement le marché des futurs. Et oui, c'est exactement la même typologie de communication que l'on retrouve sur début 2021. Est-ce que ça veut dire que forcément on va s'enfoncer? J'ai envie de vous dire non, c'est juste la représentation de la peur subsidiaire d'une crise. Parce que oui, il y a une peur de crise, il y a la crise de la récession, il y a la Fed qui a annoncé qu'en septembre, ils allaient justement entraîner le pivot de la Fed. Contrairement à ce qu'on pourrait penser logiquement, c'est pas la fête au niveau des actions, justement, on a une respiration au niveau des actions. Parce que si on a un pivot de la Fed dans cette situation, il y a de grandes chances que ce soit parce que l'économie américaine ait beaucoup de difficultés. Ça, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une notion de peur réelle qui est en train de s'instancier. On a discuté dans la vidéo de samedi, je vous ai fait un point dessus, c'est très important, parce que oui, nous avons une situation de peur effective. Et c'est plutôt classique. Le marché est drivé par les émotions et forcément, pour pouvoir le déplacer, c'est soit de la cupidité, soit de la peur. Et là, nous sommes dans une situation qui est très importante au niveau de la peur, dans lequel nous avons potentiellement une guerre ouverte au Moyen-Orient. On le saura aujourd'hui parce que les attaques commenceront certainement aujourd'hui, donc on aura l'étendue des attaques et l'étendue de la réponse potentielle au niveau d'Israël, et on a le marché qui est en train de se préparer à ça. Et à côté, on se retrouve sur d'autres problématiques qui sont beaucoup plus économiques, et on va revenir dessus dans quelques instants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est la preuve que les émotions jouent énormément, et qu'une partie du marché est manipulée à travers ces émotions, on va revenir dessus dans quelques instants, mais donc il faut être capable de pouvoir résister à ça. Il faut que votre portefeuille crypto, notamment, soit conçu de cette façon-là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis à disposition gratuitement, en commentaire et en description, un guide d'investissement pour pouvoir connaître la psychologie de notre profil d'investisseur, et surtout quelle est la typologie de portefeuille, comment gérer ce type de situations qui sont très compliqué, parce que votre portefeuille, c'est ce qui va déterminer à quel point vous allez subir l'émotion du marché, parce que c'est exactement ça. On subit l'émotion du marché, et là, actuellement, nous subissons le taux de chômage de vendredi, 4,3%, contre 4,1%, justement, qui était prévu. Et là, ça fait écho principalement à la problématique et au risque de récession. On a à côté un Jérôme Powell qui a pris la décision de diminuer les taux en septembre. En tout cas, il a annoncé qu'ils allaient commencer à penser à la diminution des taux. Clairement, on sait qu'ils vont diminuer les taux, et forcément, on a le marché qui est en train de réagir. Marché qui réagit violemment, on a le dollar qui est en train de s'effondrer, mais ça, il y a de grandes chances que le Moyen-Orient joue énormément, donc on a une instabilité politique aux USA, une instabilité géopolitique dans la zone très importante du Moyen-Orient, et à côté, on a justement des nouvelles qui arrivent sur l'économie américaine, où on se dit que potentiellement ça va être très compliqué. On a le S&P 500 CME, donc c'est-à-dire au niveau des futurs qui est en train d'ouvrir à la baisse, on ne se cache pas qu'on commence à s'enfoncer, et on est en fait dans des targets qui sont plutôt classiques, 5300, 5290. Mais est-ce qu'il y a une raison réellement de s'affoler? Je viens de vous dire, encore une fois, sur le S&P 500, on est à 7%, 7,5%. On est en train de retester des zones importantes, oui, donc la zone de retracement ici, mais ce sont des zones qui sont plutôt classiques. Et si on regarde d'ailleurs la chute qu'on a eue à ce moment-là, donc c'était en avril 2024, au niveau du S&P 500,
on est à peu près dans les mêmes typologies de retracement. Donc on est, encore une fois, dans une peur extrême. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément le même cas sur notre ami Nasdaq. Nasdaq, on est à moins 14%, donc beaucoup plus volatile. Je rappelle que Nasdaq, ce sont les valeurs technologiques US, donc forcément, on a un impact qui est beaucoup plus gros, parce que justement, on a eu une hyper-accélération, une hyper-valorisation, il y a très peu de temps. Bon, après, il n'y a pas que ça aussi qui joue, on va pas se cacher qu'on a la prise de parole de Warren Buffett à travers sa société Berkshire Hathaway, où il a pris une décision majeure de liquider 50% de ses participations à Apple qui détenait déjà depuis très longtemps. Ça y est, il prend une prise de profit. Donc ça lui donne une énorme pool de liquidité, 277 milliards de dollars de liquidité, et forcément on aura un impact très fort au niveau d'Apple quand le cours va ouvrir, et je pense très clairement que les CME, donc c'est-à-dire les futurs qui ouvrent en amont, sont en train d'essayer d'anticiper ça, de couvrir ça. Et je pense fortement que ça influe au niveau du marché crypto, mais pas forcément de la façon dans laquelle vous pensez. Ça influe parce que derrière, ça offre une pression baissière très forte, dans lequel on est quand même lié au niveau des valeurs technologiques, on arrive à maintenir très fortement, encore une fois, quelque chose comme ça il y a peu de temps, en 2021, on aurait peut-être pris moins 30% au niveau de BTC, là, somme toute, on a ouvert certes cette semaine de façon très agressive, mais on a eu une chute de moins 12 et on est en train de ravaler à moins 8. Si on prend la totalité du mouvement qui a été effectué, il a été certes brutal parce qu'en très peu de temps, mais en l'occurrence, on a fait moins 25%, quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans des retracements qui sont plutôt classiques, et surtout dans une pattern que l'on connaît ici, maintenant, qui est bien présente, dans lequel nous avons une borne haute, une borne basse, et donc c'est quelque chose qui est plutôt classique. On a vendu la borne haute pour aller chercher la borne basse. On voit bien la réaction quand on est rentré dans la buy zone ici, donc buy zone d'ailleurs qui est présente depuis déjà plusieurs semaines sur mon graphique, dans lequel on voit très bien qu'on a eu une première réaccélération haussière, qui est certes pas suffisante, mais encore une fois, je rappelle que le marché américain n'est pas ouvert. Et là, c'est vraiment très important. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, l'ouverture du marché américain va être très importante à 15h30. Comment le marché américain va réagir sur le Nasdaq, avec justement la vente de Apple. Et à côté, comment le marché traditionnel, investisseur, institutionnel même, sur le Bitcoin va réagir au niveau de la chute. Et cette chute, il y a une autre raison pour laquelle elle a été aussi agressive, c'est liquidation, mais on va revenir dessus en quelques instants. Donc le marché à 14h30 risque d'être très volatile. Je vous avoue que même on peut aller chercher encore une fois plus bas. On pourrait même très bien réavoir une réaccélération ici pour ensuite rechuter un petit peu plus bas pour retester ici cette zone-là. Donc potentiellement aller retester les 52 000, voire même un tout petit peu plus bas. Et oui, parce que ici on voit bien qu'on a une belle accélération, donc forcément on a le marché américain qui va réagir par rapport à ça. Dans tous les cas, pour moi, je considère qu'on est allé chercher les liquidités et les liquidations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le CME, on n'a pas comblé le gap CME ici, on a recréé un gap CME. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on n'est pas loin pour pouvoir refaire une hyper accélération pour combler ce gap CME là, pour ensuite aller chercher soit à minima ici le haut de canal, soit rupture de haut de canal et repartir. Et ça encore une fois c'est du long terme. Court terme, quand on regarde ce qui se passe, on est allé chercher les liquidations. Les liquidations sont les zones justement qui se trouvent en dessous des zones d'achat, comme on retrouve ici par exemple, on voit bien qu'on est allé chercher cette partie-là. Du même principe, quand on est cherché ici cette liquidité-là, avec cette mèche ici, on a en fait une chasse à liquidité qui est plutôt classique. Et là, nous avions beaucoup de clusters de liquidation qui étaient majoritairement longues, qui rachetaient cette partie-là. Mais est-ce que c'est que ça? Encore une fois, je vais vous dire non, pas du tout. Parce qu'on avait justement Ethereum qui commençait à essayer de reprendre une notion de surperformance, où on voit qu'on est allé chercher notre target qu'on s'était donné, mais surtout Ethereum, on est allé liquider tous les leviers qui se trouvaient dans cette zone-là. Parce que oui, au niveau de l'ETF spot Ethereum, beaucoup de personnes ont joué ça en levier, et forcément, ça a fait très mal. C'est quelque chose que l'on retrouve notamment dans la carte de liquidation d'Ethereum, où on voit bien qu'on est allé liquider toute cette partie-là, on est allé taper une partie des liquidations qui était au niveau des 2000. Et donc c'est normal que le marché, avant d'avoir une accélération, aille se nettoyer, liquide une grosse partie des leviers, et surtout pour pouvoir se faire réagir à une peur. Et c'est normal d'avoir peur, le marché veut que vous ayez peur, et c'est tout à fait logique maintenant de ressentir cette émotion-là. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quand on regarde ici la dominance de BTC, de Bitcoin, on voit qu'on dépasse 57%.
ça y est, on commence à avoir une dominance de Bitcoin qui se dirige doucement vers les 60%. Et cette dominance de Bitcoin détermine aussi la résilience de BTC. Parce que oui, BTC est résilient par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Ça peut vous paraître étrange quand on regarde ce graphique-là, mais j'ai envie de vous dire que, encore une fois, il y a peu de temps, si on avait eu cette typologie de nouvelles, on aurait eu un BTC qui serait déjà certainement dans les alentours des 40 000. Donc on a une très bonne résilience au niveau de BTC. L'important va être l'ouverture du marché américain, voir le positionnement US, beaucoup de volatilité, c'est sûr. Il va falloir faire attention aux liquidations, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire très très mal. Comprenez bien que là actuellement on a liquidé 839 millions de dollars, dont 700 millions en long, d'accord? Mais 111 millions en short. Encore une fois, il n'y a pas de notion de liquider que dans un sens, on liquide dans les deux à partir du moment où on a de la volatilité, et c'est ce que les exchanges cherchent aussi à avoir, parce que simplement plus il y a de liquidation, plus il y a de frais, plus ils sont rentables. Mais surtout ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qui a liquidé le plus. Est-ce que c'était BTC? Non, c'était Ethereum. Alors oui, ça s'est joué à pas grand chose, sauf que quand on regarde la market cap entre les deux, on comprend bien que c'est énorme proportionnellement les liquidations qu'il y a eu au niveau d'Ethereum. Donc, on a bien liquidé une grosse partie des leviers qui étaient présents. Et encore une fois, je vous rappelle, on joue avec tout simplement la peur. On joue avec l'état général du marché, et ce marché gère la peur. Ce marché veut tout simplement arriver à casser le momentum, et c'est quelque chose que l'on voit énormément. Par exemple, sur Twitter, je vois beaucoup de personnes qui sont en train d'annoncer qu'ils quittent tout simplement le monde crypto parce qu'ils ont perdu des sommes qui sont totalement aberrantes. Et ces personnes-là étaient comment? À levier, ou en l'occurrence sur des produits qui n'étaient pas Bitcoin, qui n'étaient pas Ethereum, dans lequel ils n'arrivent pas à gérer cette chute qui est drastique, hein. Encore une fois, quand on regarde cette chute qui est vraiment très forte, on comprend que si on a un portefeuille qui est 100% altcoin, c'est très compliqué à gérer. Parce que au niveau du mois, on peut avoir moins 40%, moins 20%, mais quand on regarde au niveau de l'année, bon, j'ai envie de vous dire, on a quand même beaucoup de vert. Et c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie parce qu'on reste sur ce sentiment très fort de ce qui est en train de se passer, de la mise en place, de la journée, du fait que nous soyons en rouge avec un portefeuille très agressif. Et on oublie derrière que potentiellement, on peut avoir des opportunités d'achat. Acheter quoi? Acheter la peur des gens. Et oui, c'est ça le principe. On n'oublie pas que l'investissement long terme, même court moyen terme, l'investissement dans des cycles comme les crypto-monnaies, c'est toujours de regarder l'état du marché. Est-ce qu'on est dans de la cupidité ou est-ce qu'on est dans de la peur? Plus il y a de la peur, plus il y a des opportunités. Encore faut-il avoir une stratégie d'achat pour pouvoir en tirer profit. Mais en l'occurrence, là nous sommes dans la peur, là nous sommes dans la dernière phase de capitulation où on voit que des personnes qui ont résisté aux deux dernières attaques baissières sont en train de capituler. Et maintenant, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est votre cas à vous aussi au niveau des cryptos? Est-ce que vous êtes prêt à capituler? Est-ce que vous comprenez aussi que avec la géopolitique autour du Moyen-Orient et ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq, on peut encore descendre, mais est-ce que vous êtes prêt à accepter cette baisse? Est-ce que vous êtes prêt à la racheter? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de votre stratégie? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse de vous lire. Si jamais cette vidéo vous aide et que vous la trouvez intéressante, n'oubliez pas à liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.